RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici Mise au point, votre magazine de tous les jours. En tout cas, nous revenons auprès de vous aujourd'hui avec un sujet alléchant. Nous allons parler donc de la revanche du sol sur le sous-sol tel que prôné par le chef de l'État. Vous savez que la RDC est un pays qui regorge beaucoup de potentialités agricoles, mais cependant il y a un hiatus entre ces potentialités et la pauvreté donc vécue par sa population. Alors le chef de l'État a lancé l'idée de la revanche du sol sur le sous-sol. Aujourd'hui, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une priorité économique? En tout cas, nous en parlons dans cette émission avec un invité, M. Jérôme Sekana. Il est le directeur général de l'agence Galaxy Media, mais il est également le coordonnateur de Toile d'Araignée. C'est un réseau de journalistes économiques d'investigation et de promotion citoyenne en République démocratique du Congo. Et c'est à ce titre-là qu'il intervient sur ce plateau. Bonsoir, M. Jérôme. Bonsoir, Jacques Moulouba. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau de mise au point. C'est un plaisir de retrouver ce plateau magique dans la mesure où chaque fois quand vous me recevez ici, le feedback est très fort. Félicitations pour cette émission. Merci beaucoup. Alors, comme annoncé, la République démocratique du Congo, notre pays, pour d'autres c'est un foyer agricole. Alors, quelles sont les potentialités agricoles que regorge le pays? Vous savez, Monsieur Jacques, nous devons nous considérer comme les habitants du pays le plus riche du monde. Dans la mesure où notre pays est considéré non seulement comme le coffre-fort des minéraux, mais aussi, en tant que scandale géologique bien sûr, mais aussi nous avons le droit d'être considérés comme le grenier de l'Afrique, aussi pas de la planète. Les potentialités sont énormes. Et nous, tout le monde le sait, la superficie de notre pays, c'est 2 345 410 km². Et là-dedans, nous avons 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, c'est-à-dire où on peut cultiver sans problème. Nous sommes dans un pays où, quand vous ramassez quelques graines de riz, vous jetez et ça pousse. Et nous avons également des espaces où, pour que ça pousse, il faut nécessairement irriguer, c'est-à-dire drainer de l'eau dans ces savanes, par exemple, pour que ça pousse. Mais le gros de l'espace cultivable en République démocratique du Congo, c'est vraiment des espaces qui sont recherchés à travers le monde. Mais curieusement, malgré ces potentialités, nous importons pour vivre. Le gouvernement ainsi que les opérateurs économiques déboursent 3 milliards 500 millions de dollars chaque année pour acheter à manger. Et ces contrastes-là, ça frappe. Ça frappe, pourquoi? Parce que comment voulez-vous, vous avez de tels espaces, mais vous crevez de faim. Lorsque vous devez, lorsque vous constatez qu'il n'y a pas moyen d'avoir des farines de maïs, au lieu de cultiver, le gouvernement se mobilise pour aller chercher là où ils n'ont même pas les sols comparables aux nôtres, en Afrique australe, pour que nous puissions manger. C'est ces contrastes-là qui révoltent à la limite. Et voilà pourquoi nous avons fait ce plaidoyer au niveau des toiles d'araignée, en s'inspirant bien sûr de la vision du président de la République. Parce que lorsque le président de la République dit la revanche du sol sur le sous-sol, eh bien, il comprend tout de suite que la croissance économique en République démocratique du Congo est tirée par les secteurs extractifs et les mines en premier. Cela veut dire que c'est ce que nous puisons dans les sous-sols qui nous permettent d'avoir le gros des recettes, ce qui est vrai. Mais c'est vrai, mais nous ne savons pas vraiment mettre à profit ce que Dieu a mis à notre disposition, c'est-à-dire les sols. Parce que quand on regarde dans l'histoire de la planète, le plus grand milliardaire qu'on trouve aujourd'hui aux États-Unis, qu'on trouve aujourd'hui en Angleterre et même en France, mais ce sont des gens qui ont investi dans la terre. La terre ne trahit jamais celui qui investit en son sein. Voilà pourquoi nous avons dit, écoutez, si le chef de l'État dit la revanche du sol sur le sous-sol, il y a moyen
de tirer la sonnette d'alarme pour que, le gouvernement puisse mettre le moyen. Parce que quand vous regardez même dans le budget de l'État, ce sont des miettes qu'on met là-dedans. Nous n'avons pas une politique cohérente, une politique ambitieuse. Quand vous prenez même le projet du gouvernement, donc le plan de développement du gouvernement, eh bien vous constatez que le gouvernement, dans ces plans-là, il ne parle que de ce qu'on appelle l'agriculture, je dirais primaire, hein, l'agriculture qui se fait manuellement. Il n'y a pas des ambitions. On ne parle pas, par exemple, de l'agro-industriel. On ne parle pas des investissements massifs dans de tout ça. Donc, c'est pour cette raison que nous nous sommes dit, il faut quand même tirer la sonnette d'alarme pour permettre à notre pays de pouvoir penser à résorber petit à petit tout ce que nous dépensons, les 3,5 milliards. Si le gouvernement investissait par exemple par an 500 millions dans l'agriculture, on peut récupérer petit à petit et arriver in fine à ce qu'on appelle l'autosuffisance. Voilà, on va arriver. Alors, mais vous avez dit dans votre plaidoyer que le Congolais mange ce qu'il ne produit pas et produit ce qu'il ne mange pas. Qu'est-ce que cela signifie? Mais c'est très clair. Nous produisons quoi au jour d'aujourd'hui? 3 millions de cuivres. 3 millions de tonnes métriques de cuivre. Qui mange les cuivres ici? Ces cuivres-là ne nous appartiennent même pas. Ces cuivres-là appartiennent aux sociétés minières qui exploitent chez nous et qui vendent sur le marché international. L'État ne se contente que de quelques miettes de royalties, des TVA, des taxes qu'on prélève à gauche à droite. Alors, les cuivres, nous l'exportons, non? Mais le riz que nous mangeons, vous et moi ici, ça vient du Vietnam. Ça vient d'où? De l'Indonésie. L'huile vient de la Malaisie. L'impiodi, ça vient de l'Afrique australe, du Zimbabwe, par-ci, par-là, de la Namibie principalement. Donc, nous mangeons ce que nous ne produisons pas. Et nous produisons ce que nous ne mangeons pas. Nous produisons les cuivres, nous ne mangeons pas les cuivres, nous exportons les cuivres pour les autres. Pour les autres. Or, nous devrions produire ce que nous mangeons et consommer ce que nous mangeons. Là, c'est ce qui peut nous amener à l'autosuffisance alimentaire. Parce que, comprenons-nous, Jacques, la première indépendance, c'est l'indépendance du ventre. Ce n'est pas l'indépendance économique. Parce que l'indépendance économique arrive lorsqu'il y a d'abord l'indépendance du ventre. On doit d'abord exister, on doit vivre. Pour vivre, il faut manger, bien manger, être en bonne santé. En ce moment-là, vous travaillez pour produire les richesses. C'est ça l'économie. Mais ici, nous avons, nous travaillons pas pour nous autosuffire, mais pour autosuffire les autres. C'est-à-dire, nous produisons les dividendes, profitent aux autres. La valeur ajoutée est faite ailleurs. Ces minéraux-là, nous devrions les transformer ici. Je suis content, le gouvernement a pensé construire une usine de fabrication de batteries. Nous avons les lithium, nous avons les cobalt, nous avons les colombo-tantalites, les coltons. Eh bien, réfléchissons pour produire localement les batteries. Ça, c'est la matière finie. Ça, c'est le produit fini avec toutes les dividendes que ça peut procurer. En ce moment-là, nous dirons que nous produisons ce que nous consommons. Mais tant que nous continuerons à exporter, nous produisons les mines, et encore que les secteurs extractifs, notamment les mines, ne créent pas suffisamment de l'emploi. Par contre, l'agriculture crée de l'emploi. Oui, pour travailler dans l'agriculture, on n'a pas besoin d'un diplôme. Alors, donc, vous avez estimé que, au regard de ce hiatus-là entre les potentialités et les niveaux de pauvreté, l'idée du chef de l'État, donc, de prendre la revanche du sol sur le sous-sol, elle était la bienvenue. Elle est la bienvenue, sauf qu'elle n'est pas suivie d'une volonté politique forte. Le chef de l'État n'est pas... Donc c'est un mythe aujourd'hui? Non, pas une réalité. Je ne dis pas que c'est un mythe. Alors, nous sommes en voie. Parce que le problème, c'est que le chef de l'État doit taper du poing sur la table. Il ne suffit pas de décréter cette pensée, cette vision, la revanche du sol sur le sous-sol. Encore qu'il faut mettre le paquet, il faut mettre le moyen là-dessus. C'est-à-dire, mettre le moyen comment? Dans le budget que nous avons, 2025, on pouvait positionner 500 millions de dollars pour l'agriculture, ce qui n'est pas le cas. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Exactement. Il faut qu'on arrive
à demander, par exemple, quand vous allez en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que vous constatez? Souvent, vous allez en Côte d'Ivoire. Le samedi, vous cherchez quelqu'un dans les bureaux, vous ne le trouverez pas. Chaque membre du gouvernement rentre au village. Mais ils ont des infrastructures de base là-bas. Bien sûr. Des routes de recettes agricoles qui sont bien entretenues. Qu'est-ce qui nous empêche de les avoir? C'est pas ce qu'on a ici. Le majestueux fleuve, c'est un boulevard flottant. Mais si on n'a pas de route, mais utilisons le majestueux fleuve Congo, il y a de l'espace où tout le monde peut cultiver. On peut donner à chacun 50 hectares et tout l'espace restera. Donc, il faut que chacun de nous comprenne que la première indépendance, c'est l'indépendance du ventre. Et faire l'agriculture, c'est l'affaire de tout le monde. Le président lui-même devrait avoir des champs, des fermes. La première ministre devrait avoir des fermes. Et pourquoi pas chaque membre du gouvernement. Les universités, les instituts, et je dirais tout le monde devrait, en ce moment-là, Jacques, lorsque vous produisez en quantité, les gens peuvent manger 3 fois par jour. Le riz que nous achetons ici à très cher peut être vendu localement à moins cher. Mais on a comme l'impression qu'on privilégie les importateurs qui découragent, bien sûr, les productions locales. Voilà. Et ils veulent que nous restions là-bas comme des petits oiseaux dans la niche de leur maman, ouvrant la bouche, où la maman doit venir mettre la nourriture dans la bouche au lieu de travailler. Nous avons des bras, nous avons 120 millions de Congolais, dont 70 à 80% constitués de jeunes de moins de 35 ans. La main-d'œuvre est là. Cette main-d'œuvre n'est pas utilisée. La main-d'œuvre est là, les potentialités sont là, les moyens même sont là. La pluviosité est là, les climats sont favorables à l'agriculture, mais ce contraste. Nous sommes l'unique pays au monde avec tout ce que nous avons comme potentialité. Vous savez que nous sommes 4 saisons. Quand il pleut à l'est, à l'ouest, c'est la saison sèche. Quand il pleut à l'ouest, à l'est, c'est la saison sèche. Et c'est ça qui fait que même les débits de notre majestueux fleuve Congo ne changent pas. 44 000 mètres cubes d'eau par seconde. C'est un mystère. Dieu nous a tout donné. C'est nous-mêmes qui n'arrivons pas. Nous avons des poissons qui meurent de vieillesse dans le majestueux fleuve Congo. 7 couches de poissons sur les Tanganyika. Tous les lacs que nous avons sont poissonnés. Par contre, ce sont nos voisins qui en profitent, qui commencent à exploiter, y compris le pétrole, dans les lacs de Mobutu. Donc comprenez que lac Kivu, lac Mobutu, et nous avons l'exploitation du gaz méthane que le Rwanda a déjà commencé dans les lacs Kivu. Donc c'est pour vous dire que nous devons prendre conscience. Quand le président de la République parle de la revanche du sol sur le sous-sol, il faut que chacun de nous comprenne que à l'époque de Mobutu, on disait rétroussons les manches. Mais le problème, c'est qu'il y a la priorité des priorités. Priorité des priorités, mais avec un taux de chômage très élevé au pays. Vous avez dit tout à l'heure que dans le secteur agro-industriel, on peut créer plus d'emplois que dans les mines. Il y a des exemples. Des exemples, il y en a plein. Des exemples. Je vous ai parlé des sociétés qui travaillent dans l'agro, pas l'agro-industrie, mais artisanat et tout ce que vous avez, comme dans des plantations, voulais-je dire. Eh bien, dans les plantations, quand vous prenez ce que nous avons signalé là-dedans, mais l'emploi est créé par qui? Parce que là, vous n'avez pas besoin d'un diplôme. On recrute les jeunes gens, on leur dit comment on tient là-haut, on leur dit comment on plante, et ça va vite. Donc, il y a moyen de pouvoir booster ces secteurs-là. Et si nous avons tiré la sonnette d'alarme, pourquoi? Parce qu'on a constaté que c'est un secteur qui est sinistré, qui est abandonné. Ce secteur est abandonné comment? On a constaté qu'il n'y a pas de subventions dans ces secteurs. Vous avez, en Europe, les agriculteurs sont subventionnés. Nous avons la politique agricole commune. Vous avez ce qu'on appelle les SMAG, salaire minimum agricole garanti. Et aux côtés, bien sûr, du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti. Bon, chez nous, on a supprimé, il y a 11 ans, lorsqu'on a mis sur pied la loi portant code agricole. Code agricole. On a supprimé. Pourquoi on a supprimé? Et nous avons tout un code qui n'est pas mis en pratique. Justement, est-ce que l'arsenal juridique congolais permet justement le développement du secteur agricole? Non, ça ne permet pas, parce que nous avons un arsenal qui est là. Je vous parle du code agricole. Le code agricole a été promulgué même, voté. Il y a là-dedans
la création même d'une banque agricole. Il y a là-dedans une vraie politique agricole pour que l'État puisse subventionner les agriculteurs. Mais sans arrêté d'exécution. Il n'y a pas d'arrêté d'exécution. C'est fait sciemment. Donc, au lieu qu'on exécute, que les ministres des sectoriels signent les arrêtés interministériels pour permettre à ces secteurs de se développer, eh bien, on préfère maintenir ces secteurs-là dans les systèmes de droit commun, les systèmes fiscaux de droit commun, pour les imposer où il y a l'imposition, la double imposition, même la triple imposition, et on asphyxie. Et comme si cela ne suffisait pas, on prend un SMIG qui est vraiment applicable au niveau du commerce, et on prend ça, on transplante ça dans l'agriculture. Et c'est là où il y a, c'est ça la goutte d'eau qui fait déborder les vases. Voilà pourquoi nous avons dit, mais attention, les gouvernements, vous réfléchissez vraiment, il faut regarder le problème dans toutes ses facettes. Quand nous voyons ce qui se passe à Kinshasa, le SMIC doit être revu ici à Kinshasa. Pourquoi? Parce que nos frères qui travaillent sur l'avenir du commerce à côté ici, ils n'ont même pas de contrat de travail. Il y a ceux qui touchent 50 dollars. 50 dollars. Il y a ceux à qui on donne difficilement le transport. Quand ils tombent malades, posez la question à nos frères qui sont là-bas. Il n'y a pas de prise en charge médicale. Là, on peut imposer les SMIC. 130 dollars, c'est une manne. C'est une bonne chose pour nos frères. Et on attend quand ça viendra, le second palier, pour qu'ils commencent à toucher encore un salaire beaucoup plus consistant. Donc, les SMIC a toute sa raison d'être au niveau de la capitale, de Kinshasa, dans le milieu commercial, mais le SMIC n'a pas sa place à l'intérieur du pays, notamment dans les secteurs agricoles, où on a plutôt besoin du SMAG. Le SMAG, salaire minimum agricole garanti. Parce que là-bas, vous avez ceux qui investissent dans les secteurs, c'est eux qui construisent les hôpitaux. Et dans ces hôpitaux-là, on soigne gratuitement les gens. C'est eux qui entretiennent les routes des dessertes agricoles. L'État n'est presque inexistant là-bas. Même les personnels, je l'ai dit dans le document, même les agents de l'État qui descendent là-bas, ils sont logés par ces gens-là. Là-bas, vous avez les hôpitaux, je l'ai dit, vous avez des forages d'eau. Donc l'État a intérêt. Donc autant d'investissements. Et quand vous prenez, autant de réalisations. Quand vous prenez le salaire brut de ceux qui travaillent à l'intérieur, vous allez dire, par exemple, bon, ils touchent 100 dollars, vous direz que c'est rien, mais cumulez ça avec les avantages sociaux. Il y a un papa qui a 25 enfants. Ça, je prends au niveau des PHC, 25 enfants. Tous ces enfants étudient à l'école. Et prise en charge totale de l'école primaire par PHC. Ça, c'est un exemple. Vous prenez ce même papa. Quand ces enfants tombent malades, ils sont tous soignés gratuitement. Vous prenez le même papa là. Ces enfants, quand ils doivent se déplacer et tout ça, ils sont pris gratuitement, non seulement dans les hors-bords, tout ça quand vous mettez ensemble. Ce papa là ne touche pas 100 dollars. C'est au-delà. C'est au-delà. Donc les SMIG, donc les SMAG qui est appliqué dans les secteurs agricoles, est au-delà de ce que les SMIG proposent dans ces milieux-là. Voilà pourquoi nous avons dit attention, parce que si vous appliquez les SMIG, la population, les bénéficiaires ne vont pas comprendre qu'ils ont déjà des avantages. Ces avantages-là sont nombreux qui leur permettent de nouer les deux bouts du mois. Il y a une prise en charge sociale très importante que les entreprises sont en train de prendre en charge, excusez la tautologie. Mais lorsque le gouvernement peut aller là-bas et dire que non, mais non, ces gens-là, les salaires qu'on vous donne ici, c'est payé, il faut mettre les SMIC, je ne sais pas moi, 120. Mais vous ne savez pas. C'est que c'est là, les gens ne peuvent pas comprendre que non, voilà, si on fait le cumul, on a autant, ils vont directement gréver. Et ceux qui ont déjà des enveloppes salariales, notamment les entreprises qui savent que nous devons payer autant pour ces sociétés-là, et que vous dites qu'il faut tripler l'enveloppe salariale, ou même quintupler. Et quand vous quintuplez, quelle est la conséquence? Nous avons fait des investigations, les études, vous avez vu ce que nous avons fait comme démonstration là-dedans. Il est établi qu'une société qui emploie 10 000 travailleurs, eh bien, il va mettre à la porte 6 000. Il ne restera que 4 000. Dites-moi, ces 6 000 personnes qui gagnaient leur vie, qui faisaient étudier leurs enfants, qui étaient... Ce sont
des Congolais qui ont droit à la vie. Et là-bas, vous n'avez pas la gratuité de l'enseignement des bases. Toutes ces écoles-là ne sont pas prises en charge par l'État. L'État qui devrait prendre en charge. C'est ça le problème. Partout là-bas, il y a des hôpitaux. Et ces hôpitaux-là, vous n'avez pas la gratuité de la maternité. Ces enfants naissent là-bas dans des maternités gratuitement. L'État n'est pas là. Vous prenez l'entretien des infrastructures, des routes et toutes des infrastructures de base. Tout ça, quand vous mettez les tout ensemble, vous comprenez que non. C'est pour cette raison nous avons tiré la sonnette d'alarme pour dire attention, madame le Premier ministre. Vous êtes allé vite en besogne. Ces genres de dossiers, on ne les traite pas de la même manière. Si les autres avaient commis l'erreur, lorsqu'on avait promulgué les codes agricoles, de supprimer les SMAG, ouais. Ne faites pas la même erreur en essayant de généraliser les SMIG là où les SMIG n'a pas droit de citer. Faites un effort, écoutez ces gens, approchez ces gens, prenez des solutions de commun accord avec eux, comme ça il n'y aura pas de tension sociale. Sinon ces gens-là, un, ils vont supprimer les emplois, deux, ils vont ils vont importer des machines, ils ont mécanisé l'exploitation, et quand ils mécanisent, les gens ne travailleront pas. Or, nous avons les chômages qui battent tous les records. Ici, chez nous, les jeunes gens sont là, ils sont sans emploi. Alors, dans votre plaidoyer, monsieur le coordonnateur de Toile d'Araignée, vous avez énuméré beaucoup de pistes de solutions ou proposé des résolutions. Je pense que c'est le sens de cette émission. Je crois qu'on va y aller. Vous allez expliquer un peu vos propositions. Vous avez parlé de dialogue permanent et efficient avec les producteurs agricoles locaux. Comment cela peut se faire? Mais c'est très normal. Un gouvernement ne peut pas agir à la va-vite. Parce que toutes les décisions prises par les gouvernements ont un impact négatif ou positif sur la vie des gens. D'où il faut écouter. Souvenez-vous, il y a presque une année, nous étions montés au créneau pour dire, écoutez, la baisse drastique de prix que vous préconisez là, ne tiendra pas des produits des premières nécessités. Mais nous en sommes où? Il n'y a pas eu cette baisse-là. Voilà pourquoi nous, en tant que Toile d'Araignée, en tant qu'une structure citoyenne qui fait des projections, qui analyse les questions économiques, sociales du pays, nous avons fait ces plaidoyers pour dire attention, madame le Premier ministre, avec le ministre sectoriel, approchez ces gens-là, dialoguer avec eux, parler avec eux pour qu'on puisse appliquer dans les secteurs agricoles, non pas les SMIG, mais les SMAG. Et ça s'est fait, on a vu ça dans plusieurs pays, des pays même qui ont beaucoup, qui sont presque développés. Prenez le Sénégal, malgré les infrastructures. Mais le Sénégal applique les SMAG. Vous prenez même en Europe, il y a les SMAG. Vous allez en Indonésie, il y a les SMAG. Nous n'allons pas inventer la roue. Pourquoi chez nous, nous allons copier les autres, nous allons suivre les choses qui ne cadrent pas avec nos réalités? Notre réalité veut que nous puissions faire fonctionner concomitamment en République démocratique du Congo les SMIG, mais aussi les SMAG. Est-ce que le gouvernement n'a pas eu le temps de consulter la corporation des entreprises? Non, le gouvernement a agi par rapport à toutes ces questions. Le gouvernement a agi sous pression. Le gouvernement a agi sous pression. Quand nos compatriotes ont commencé à manifester ici sur l'avenue du Commerce, vous avez vu, madame la ministre du Travail et Prévoyance à l'époque, était prise à partie là-bas, c'était chaud. Il y avait des manifestations. Et puis, même lorsque le gouvernement Soumino 1 est arrivé, la pression était forte. Les jeunes gens ont commencé à sécher le travail, il y avait des grèves. Alors, c'est là où le gouvernement a péché. Il ne fallait pas trouver une solution qui n'en est pas une solution qui résout en partie le problème. Il fallait peut-être écouter tout le monde et ne pas généraliser. Mais la faute du gouvernement, c'est que le gouvernement a cru que, en résolvant le problème de ceux qui travaillent sur l'avenir du commerce, ici à Kinshasa, il a résolu le problème de l'ensemble du pays. Non! En appliquant les SMIG, en généralisant les SMIG, il a créé d'autres problèmes graves à l'intérieur du pays qui risquent de conduire notre pays dans la famine.
nous ne pouvons pas atteindre l'autosuffisance alimentaire et par conséquent, nous n'allons pas répondre à la vision du président de la République qui dit qu'il faut la revanche du sol sur le sous-sol. Il faut aussi pour cela, vous avez proposé une nouvelle politique agricole. Mais bien sûr. L'actuelle, est-ce qu'il y en a, actuellement? Mais il n'y en a pas parce que... Comment se présente-t-elle? Il n'y en a pas parce que le code agricole est mis en veilleuse. Il n'y en a pas parce que nous continuons à importer pour 3 milliards 500 millions de dollars. Il n'y en a pas parce qu'on ne met pas dans le budget de l'État des montants costauds pour permettre l'investissement dans le secteur agricole. Il n'y en a pas parce qu'on ne forme plus les jeunes gens à l'agriculture. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. La liste est longue. Donc, pour avoir une bonne politique agricole, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Et par rapport au code agricole, il faut la réchauffer. Non, il faut la ressusciter. Le code, il est bon. Il prévoit même la création d'une banque agricole. On n'en a pas. Parce que vous savez, quelle est la difficulté que nous avons ici, Jacques Moulouba? Si vous allez aujourd'hui chez Raobank, prenons aussi même Equity BCDC, vous dites, écoutez, moi j'ai 100 hectares, je viens ici, bon, vous savez, au jour d'aujourd'hui, les cacao coûtent plus cher que le cuivre. Je vais planter les cacao, mais je commencerai à récolter 10 ans après. On ne vous donne pas le prêt. Raobank ne vous donne pas les prêts. Et pourquoi? Tout simplement parce que Raobank, tout comme Equity BCDC, ont une vision qui est à court terme. Ces banques ne financent les projets qui peuvent générer des intérêts à court terme. Or, dans l'agriculture, les intérêts, vous pouvez attendre 50-10 ans. Pour eux, quand ils financent un tel projet, ils font une perte. D'où la nécessité d'avoir une banque agricole qui comprend les secteurs, qui connaît le fonctionnement du secteur. Donc, si on avait une banque agricole ici et que Jacques Moulouba a 100 hectares et qu'il veut cultiver, par exemple, les cacao, parce que les cacao, ça coûte maintenant plus cher que les cuivres aujourd'hui, la tonne métrique, eh bien, même si vous demandez 100 millions, on vous les donne. Et on commencera à vous réclamer ça 10 ans après. Ce qui n'est pas le cas. Et l'argent, il y en a à travers le monde. Les organismes du système des Nations Unies nous aident parfois avec des conseils techniques, mais il y a la Banque mondiale, il y a la BAD, il y a l'argent. Le gouvernement ne fait pas assez pour drainer vers le pays des capitaux frais qui peuvent être investis dans les secteurs agricoles. Et pour que ces capitaux arrivent, il faut quand même qu'il y ait une banque qui s'en occupe. Il n'y en a pas. On ne peut pas demander des milliards de capitaux frais qui arrivent et le mettre à la Banque centrale. Non, la banque des banques est là pour une banque agricole. Il faut une banque agricole tel que prévu dans le code agricole. Or, le code qui n'est pas appliqué aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit demander maintenant? Non, c'est qu'on doit demander les arrêtés interministériels. Il faut tout de suite prendre des arrêtés interministériels. Et il faut sortir le secteur agricole de ce qu'on appelle le système fiscal de droit commun. Il faut des avantages fiscaux. Je vous dis, vous savez, j'ai été maître de cérémonie de la publication d'un rapport économique effectué par la Banque mondiale dernièrement à Kemesha. Vous savez ce qui s'est passé? Ce rapport nous dit que nous laissons comme ça, nous perdons 5% de notre PIB dans des exonérations. Cela veut dire que là où nous avons besoin de récolter les recettes, nous exonérons. Et nous exonérons, mais ça ne réduit pas la pauvreté. Nous avons 73% des Congolais qui croupissent dans la misère, qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. C'est extrêmement grave. Quand bien même vous avez le taux de croissance qui est aussi autour de 6,5% là-bas, par là, en 2024, quand bien même vous avez le budget qui est parti de 300 millions de dollars en 2001-2002, aujourd'hui nous sommes à 16 milliards et demi. Et nous pouvons encore aller plus loin. Et la Banque mondiale se pose la question, mais vous cherchez l'argent, il y a l'argent. Comment vous pouvez laisser 5% de votre PIB dans les exonérations, alors que la moyenne en Afrique, c'est plus ou moins 2%, 3%. Pourquoi ça? Donc vous cherchez l'argent et vous gaspillez, vous dilapidez l'argent. Et ça m'a interpellé. Tout de suite, j'ai pensé au secteur agricole.
Donc on ne doit pas exonérer pour exonérer, on doit exonérer plutôt dans les secteurs agricoles pour créer des richesses. C'est pour cette raison qu'on dit que le secteur agricole est un secteur de porteur de croissance par excellence. Et c'est un secteur qui crée des richesses plus vite et plus dynamique, plus stable, plus durable que les secteurs des mines. Le secteur minier, c'est de l'exploitation, c'est de l'extraction. Les mines s'épuisent. Les terres ne s'épuisent pas. Vous comprenez ça? C'est là où nous devons comprendre. C'est comme ça que nous devons réfléchir. Les mines sont épuisables. Tout ce que nous avons au Katanga là-bas, après 100 ans, 200 ans, 300 ans, il n'y aura plus rien. Mais les terres cultivables, il y en aura toujours. Et nous avons l'unique pays au monde où nous pouvons cultiver sans engrais chimiques. On n'en a pas besoin. Parce que la terre est tellement fertile. Alors, au-delà du code agricole qu'on doit appliquer avec des arrêtés interministériels, il se pose également un problème dans le secteur agricole. Lequel? La recherche. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des chercheurs dans ce secteur-là? Est-ce qu'on peut innover aujourd'hui? Si vous arrivez à Inera Yangambi, vous allez pleurer. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Oui, il y a quand même, Inera est encore là, mais vous savez, ça fait pleurer. Nous avons de l'expertise dans ces pays. L'Indonésie aujourd'hui produit de l'huile, premier producteur mondial. Il fait, les pépinières sont partis d'où? Sont partis des Yangambi. Nous avons des grands ingénieurs dans les domaines. Donc il faut même créer des écoles dans chaque province. Vous voyez ce qui se passe avec les 145 territoires. PDL 145 territoires là. On devrait, à côté des PDL 145 territoires, créer aussi le développement du secteur agricole. Créer des écoles où on doit former les jeunes gens sur l'agriculture. Parce que c'est la première indépendance. L'indépendance du ventre passe avant l'indépendance économique. Donc, la recherche, nous devons continuer. La recherche doit être faite dans nos institutions universitaires. Il faut multiplier les écoles qui forment les jeunes gens dans l'exploitation du secteur agricole. Et il faut également accélérer l'adoption par les deux chambres du Parlement de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Mais bien sûr. Et la prise en charge ou la prise des mesures de son application. Mais bien sûr. Le Parlement ne doit pas rester bras croisés. Le Parlement a fait son travail. Mais le Parlement, chaque fois qu'on interpelle la Première ministre ou les membres du gouvernement, le Parlement ne pose pas de questions. Le Parlement devrait dire, écoutez, gouvernement, qu'est-ce qui se passe? Cette rubrique ici, chaque année 3 milliards 500 millions de dollars nous dépensons pour manger. C'est quoi cette affaire? Vous êtes allé chercher les maïs en Namibie là-bas et je ne sais pas moi en Zambie. Pourquoi ça? Dis, prenez 500 millions, mettez ici. Le Parlement, c'est l'autorité budgétaire. Le Parlement devrait dire, écoutez, gouvernement, nous vous avons doté du code agricole. Il est où? Prenez les arrêtés d'exécution. Mais le Parlement regarde faire. Les parlements laissent faire. Voilà pourquoi nous nous disons, mais non, nous on ne doit pas laisser faire. Nous montons au créneau, nous tirons la sonnette d'alarme. Nous montons sur nos chevaux, nous alertons. Et voilà pourquoi nous demandons à son Excellence, Madame le Premier ministre, je dis Souminois, surtout que vous serez reconduit, Madame le Premier ministre, appelez ces gens, parlez avec eux. Il faut éviter de prendre des mesures à la va-vite et le retour de la manivelle risque de vous emporter, de créer des problèmes au gouvernement. Ça ne sert à rien de prendre des mesures qui ne seront pas exécutées sur le terrain ou encore des mesures qui vont créer d'autres problèmes beaucoup plus graves que les problèmes qui existent aujourd'hui. Nous cherchons à créer des emplois, mais on veut que les secteurs agricoles puissent supprimer les emplois avec les SMIC. Ça n'a pas de sens. Voilà. Alors vous, Toile d'araignée, vous avez suffisamment réfléchi dans ce secteur. Et maintenant, à la grande question de savoir, la revanche du sol sur le sous-sol, mythe, réalité, réalité économique aujourd'hui. C'est un impératif économique. C'est ça la réponse. C'est un impératif économique. C'est une priorité des priorités. En tout cas, le chef de l'État doit taper du poing sur la table pour que le budget 2026 qui arrive, comme il ne l'a pas encore promulgué, parce que le Parlement va revenir pour commencer à travailler autour de ça, qu'on injecte là-dedans
pas moins d'1 milliard de dollars dans ces secteurs. Mais sous Mobutu, on a vu le slogan agriculture, Non, priorité, les priorités. bien sûr. C'est des slogans. Mais autre temps, alors autre verse. que faire aujourd'hui pour que Autre temps, autre justement verse. cette revanche ne soit pas un simple slogan? C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut investir. Il faut que le code investir plus d'1 milliard, monsieur le président de la République. Et là, les milliards, il y en a. Il faut investir, il faut faire en sorte que le code agricole soit mis en valeur en prenant des arrêtés d'exécution. Il faut supprimer le SMIG dans le secteur agricole et demander à ce que Madame le Premier ministre mette sur pied les SMAG dans ce secteur-là. Il faut préserver l'emploi. Il faut faire en sorte que qu'on ne soit pas trop dépendant des importations. Les importateurs, quand ils nous apportent, ils sont en train de nous affaiblir. Ils sont en train de nous abrutir. Parce que quand tu restes là, tu sais que la nourriture doit venir, tu ne fournis pas un effort pour travailler. Or, nous avons besoin de produire. Nous avons 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables. Vous avez dit quelque chose de très important, Jacques Moulouba. Vous avez dit, effectivement, nous réfléchissons. Les gens peuvent se demander, mais comment se fait-il, Toile d'araignée est en train de parler de l'agriculture? Et bien sûr, nous réfléchissons. Souvenez-vous, en 2010, nous avions lancé l'opération, la pétition qui a permis à ce pays, dans ces pays ici, de pouvoir voir les députés et sénateurs payer l'impôt. Nous étions un pays où on pouvait naître, grandir et mourir sans avoir payé l'impôt. Grâce à Toile d'araignée, eh bien, les députés, à partir de 2012, ont commencé à prélever l'hyper dans leurs émoluments. Nous venons de faire un travail, Jacques Moulouba. Nous venons de faire un grand travail. En 30 ans de guerre dans ce pays ici, notre gouvernement n'a jamais pensé mettre sur pied ce qu'on appelle le plan de contingence sécuritaire, humanitaire et socio-économique. Nous venons de terminer la rédaction. Nous avons présenté au gouvernement et nous avons même envoyé à la présidence de la République pour que le président de la République puisse prendre ces dossiers en main. Qu'est-ce que cela veut dire? Tous les dégâts que la guerre cause dans les grands Kivu et tout ça, il y a des répercussions dans d'autres provinces, le Maniema, la province orientale. Il faut prendre en charge tout ça. Et même ceux qui sont en dehors du pays, il faut nécessairement faire en sorte que dans notre pays, nous puissions avoir ce qu'on appelle le plan d'urgence en ce qui concerne la guerre. Il n'y en a pas. Mais nous, en tant qu'étoile d'araignée, nous avons réfléchi dans ce sens. Nous sommes en train de renforcer les capacités, même de certaines des institutions, notamment la DGE. On a organisé ça. Et nous sommes en train de nous organiser pour donner aussi à d'autres institutions, parce que nous avons l'expertise et nous travaillons avec beaucoup de structures internationales qui ont l'expertise pour permettre à notre pays d'aller de l'avant. Voilà, merci beaucoup, M. Jérôme Sekana. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de Toile d'araignée, qui est donc un réseau de journalistes économiques d'investigation et de promotion citoyenne en République démocratique du Congo. Vous venez de le dire, c'est vraiment une structure qui est viable, qui analyse, qui propose des choses du savoir pour la République démocratique du Congo. Et ce soir, nous avons parlé donc de la revanche du sol sur le sous-sol, qui est, vous l'avez suivi, une priorité économique aujourd'hui, puisqu'il faut quitter le slogan, il faut investir, il faut renverser la vapeur, la tendance plutôt. On ne peut pas être un pays avec des grandes potentialités agricoles et mourir de faim. En tout cas, il faut que l'équation soit renversée. Merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir. On va se retrouver dans une semaine avec un autre numéro. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.